avoir deux générations ce soir. La jeune génération. Je suis avocat depuis seulement 1 an. Je suis avocat depuis le 1er novembre 2015. Après une interruption, d'ailleurs, le barreau du Québec, quand j'ai fait ma demande pour être réadmis au barreau, il y avait une question: qu'avez-vous fait au cours des 20 dernières années? Alors, je me suis dit, il y a un problème de communication. J'ai écrit: j'ai été juge à la Cour supérieure, donc 11 ans juge en chef, et je viens de régler le dossier de votre bâtonnière. Alors, finalement, ils m'ont réadmis. De peine et de misère, mais ils m'ont réadmis. Alors, ce soir, je vais vous parler simplement, et la question que je me pose et que je vous pose, c'est: peut-on continuer à fournir des services juridiques comme nous le faisons présentement? Alors, on m'a demandé de parler un peu de mon parcours professionnel. Donc, j'ai fait mon cours de droit l'autre millénaire, dans les années 70, au début des années 70. Et lorsque j'ai commencé à pratiquer le droit, il y a 42 ans, on m'avait formé pour devenir un plaideur, un avocat de litige. Alors, la médiation, ce n'était pas ma tasse de thé. L'expression bien connue à l'époque chez les... Voilà. Attendez un petit peu. J'essaie de vous... Ça fonctionne. Alors, comme vous savez, on m'a formé comme un plaideur, c'est ce que je vous disais, et on a un système de justice qui est supposé fonctionner normalement, qui fonctionne bien. La plupart d'entre vous n'avaient pas connu l'assurance automobile à l'époque, mais il y avait beaucoup de causes d'accidents d'automobile. Alors, c'était la façon pour les jeunes avocats de se faire la main. Et comme vous le savez, nous vivons... La règle de droit, c'est vraiment la pierre angulaire d'un système démocratique. Alors, si on a mis en place un système de loi, c'est pour permettre aux citoyens de faire reconnaître leurs droits, de protéger leurs droits et de les sanctionner. Et à ce moment-là, on avait des avocats pour aller devant les tribunaux. Et l'adage à l'époque, lorsqu'on était plaideur, on disait « see you in court ». Alors, généralement, les avocats étaient formés, les avocats plaideurs étaient formés pour être, j'allais dire agressifs, l'expression n'est pas appropriée, pour être ferme. Les clients désiraient avoir des avocats qui se tiennent debout, qui n'ont pas peur d'aller à la cour, qui n'ont pas peur des juges et de faire de beaux procès. Alors, c'était ce qui se passait à l'époque. Je vous parle de ça, c'est au début des années 70. Et les procès à l'époque, pour une raison que je ne saurais expliquer, j'ai toutes sortes d'hypothèses, mais il n'y a pas de réponse unique. Les procès à l'époque se faisaient, avaient une durée assez courte. Hein? Ça durait quelques jours, quelques semaines. Des procès de longue durée, c'était un procès de 2 semaines, un procès de 3 semaines. Alors qu'avec le temps, les procès sont devenus plus longs parce que les problèmes ont été complexifiés ou se sont complexifiés. Qui a fait quoi, je ne saurais le dire. Les procès sont devenus beaucoup plus longs, beaucoup plus onéreux. Alors, vous voyez ici, là, quand je dis plus complexe, et ça a créé un engorgement des tribunaux. Je me souviens, dans mon jeune temps comme avocat, alors qu'un de mes prédécesseurs, juge en chef, les délais d'attente pour avoir un procès de 2 semaines à la Cour supérieure du Québec, je vous parle de ça à la fin des années 70, les délais d'attente étaient de 96 semaines. Calculez le nombre de semaines, et pour les procès très, très, très longs, c'est monté jusqu'à 7 ans. Alors, essayez d'imaginer la personne qui attend 7 ans pour avoir son procès. L'avocat a déjà préparé le dossier. Si le procès est remis, il faut que l'avocat prépare à nouveau le dossier, de telle sorte que c'est devenu extrêmement onéreux, extrêmement long et extrêmement compliqué et extrêmement insatisfaisant. Ça a créé une augmentation des prix phénoménale. Les coûts des procès ont augmenté, c'est incroyable, de façon fulgurante, avec le nombre d'expertises. Et je me souviens, pour ceux et celles qui avaient lu un petit peu, il y a eu un juge en chef aux États-Unis qui s'appelait Warren Burger, qui était là de 1960 à 1984. Et la mode à l'époque, c'était ça. The entire legal profession, lawyers, judges, law teachers, has become so mesmerized with the stimulation of the courtroom that we tend to forget that we ought to be healers of conflict.
Alors, ce qui importait pour les avocats à l'époque, c'était d'avoir de beaux procès, c'était de gagner notre cause. Régler un dossier, à moins d'avoir une très mauvaise cause, ça n'arrivait pas. Alors, les coûts ont augmenté et on a vite constaté que les procès, pour la plupart des dossiers, n'étaient pas l'outil pour régler de façon satisfaisante un litige. On a connu, au début des années 90, parce que jusqu'à la fin des années 80, ça fonctionnait encore correctement. Je me souviens d'avoir plaidé une cause de 7 mois en 86, mais c'était seulement les grandes sociétés qui pouvaient se payer ces procès-là. Des individus n'avaient plus accès aux tribunaux et il y a eu une baisse, au début des années 90, il y a eu une baisse importante des dossiers. À la Cour supérieure du Québec, à titre d'exemple, les dossiers ont baissé, le volume de dossiers, de 42 %. C'est pas 5 %, c'est pas 10 %, c'est près de la moitié des dossiers, ce qui était énorme à l'époque. Et on a constaté qu'au même moment, les procès, le nombre de dossiers baissait et la durée des procès s'allongeait de telle sorte que les délais se détérioraient malgré qu'il y avait moins de dossiers. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Il n'y avait plus d'accès à la justice. Les citoyens n'avaient pas accès, ne pouvaient pas se représenter, réglaient leurs dossiers par pipi. À titre d'exemple, je vous pose la question, combien de dossiers devant les tribunaux finissent par un jugement après un procès? Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Oui? Vous avez raison. Alors, 93 % des dossiers ne se rendent pas à procès, finissent par un règlement, un désistement ou autrement, et de façon très insatisfaisante. Alors, ce qu'on a essayé, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut s'occuper de ces 93 % là en cours de route pour éviter qu'ils aient une mauvaise expérience devant les tribunaux. Alors, on s'est dit, que veut le citoyen? Alors, à la fin des années 90, on a mis en place, c'est ça, fin des années 90, début 2000, on a mis en place toutes sortes de comités de réforme de procédure. Et la première erreur qu'on a faite, c'est qu'il n'y avait aucun citoyen, aucun membre du public qui était parti, qui était membre de ces comités de réforme de procédure. Et pourtant, ce sont eux qui n'avaient pas accès au système. Et ce sont aussi eux qui le finançaient par leurs impôts, par leurs taxes. Alors, ils n'ont pas accès au système. Le système, à cette époque-là, servait surtout aux plus fortunés, aux grandes entreprises ou à ceux qui bénéficiaient d'aide juridique. Alors, on se disait, que veut le citoyen? Alors, le citoyen voulait pouvoir régler son problème rapidement, trouver une solution facile à son problème et à des coûts abordables, et je le répète, rapidement. Alors, à la Cour supérieure du Québec, je regarde Jean-François, il était tout jeune avocat quand je l'ai invité. Vous étiez avocat? Oui. À peine, hein? Vous commenciez à l'époque. Hein? Je l'ai invité. On a donné des cours de formation à la Cour. On a mis en place le système de conférence de règlement à l'amiable. Puis le système de conférence de règlement à l'amiable à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, c'est un système très informel. C'est pas une médiation. How are you, Oren? C'est un système très informel qui permet à une partie de s'adresser à un juge pour expliquer son dossier et pour trouver lui-même ou elle-même une solution à son litige. Et guess what? Ça a été un succès instantané. La première année, je me souviens, en 2000, on en a fait 150. En 2001, on en a fait 450. En 2003, on en a fait 850. Et en ce moment, là, j'ai pris ma retraite, mais en ce moment, il s'en fait plus de 2000 par année. Le résultat, le taux de succès est d'environ 80 %, un peu plus de 80 % en toute matière. Et ça a permis de désengorger les tribunaux et ça a surtout permis aux citoyens de trouver une solution satisfaisante à son dossier à peu de frais et dans un temps assez record compte tenu des délais, de la détérioration des délais. Alors, encore une fois, ça vient démontrer ce que disait à l'époque Warren Burger, qui disait que ce que le citoyen veut, c'est pas d'avoir un concours de plaidoirie dans une belle salle d'audience avec de bons avocats chevronnés, avec un bon juge. Ce que les parties veulent généralement, c'est de trouver une solution à leur litige rapidement, de façon économique
et de façon satisfaisante. Et il veut être au cœur de la solution, ce citoyen-là. Alors, ce que je disais, c'est que le tribunal, finalement, on a constaté, ça faisait déjà longtemps qu'on le disait, mais là, on en avait la preuve, on a constaté que le tribunal ne peut plus être le premier forum pour régler un différend. Oui, il y aura toujours des tribunaux, ça en prendra toujours dans la mesure où on ne peut pas s'entendre, mais ça doit être le dernier ressort. Les parties doivent commencer par se parler, par s'entendre. Et c'est là, je suis content de vous rencontrer ce soir, c'est là que les avocats et les avocates ont un rôle important à jouer. Dans la préparation traditionnelle qu'on a comme avocat, on est là pour défendre les droits de nos clients. On n'a pas à l'esprit de faire de la médiation, de la conciliation, de la facilitation. Quand on rencontre un client, on essaie juste de voir ses droits, on n'essaie pas de comprendre le problème de l'autre partie. Et ce qui fait qu'on est toujours dans un concept d'affrontement, dans une logique de droit et d'affrontement plutôt que dans une logique de coopération. Pour le client doit devenir l'acteur principal de son dossier. Hein? Il faut que le client comprenne son dossier, puis il faut qu'il puisse trouver lui-même son dossier. Il y a besoin d'un avocat comme accompagnateur. Il y a besoin d'un avocat pour être son conseiller. Il y a besoin de son avocat pour l'aider à comprendre son problème. S'il y a des enjeux juridiques, on ne demande pas au client de comprendre tous les aspects techniques, juridiques, mais il y a moyen de lui expliquer pour qu'il puisse comprendre les enjeux de son dossier. Et votre rôle comme avocat, c'est de l'amener à trouver une solution à son litige, une solution à son différend, avec toutes les parties. Alors, il faut comprendre les besoins des clients. Des fois, on s'imagine qu'un client a un bon dossier au niveau juridique, mais on ne comprend pas que pour lui, le client, le stress causé par son dossier est plus important que la possibilité de gagner un procès, que d'avoir un bon jugement. Pour le client, souvent, il est préférable de s'asseoir et de le régler son dossier, d'avoir un peu moins, mais c'est plus satisfaisant. Alors, il faut être à l'écoute, il faut faire preuve d'empathie, d'ouverture d'esprit. En plus de l'intelligence cérébrale qu'on a comme être humain, il y a une intelligence émotionnelle. Il faut être à l'écoute vraiment des besoins du client. Ça prend une écoute interactive. Il faut observer. Vous êtes là comme observateur, comme avocat et avocate. La nouvelle justice, ben c'est ça la nouvelle justice. Il faut se placer dans un contexte où on est là pour accompagner notre client, on est là pour trouver une solution avec lui, et on est là pour avoir une solution gagnante-gagnante. On n'est pas là pour dire on va arracher, on va enlever des droits à la partie adverse. On est là pour faire en sorte que les parties ensemble trouvent une solution satisfaisante. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé souvent, sauf dans le cas de médiation ou des conférences de règlement, où on peut trouver des solutions satisfaisantes. Et quand vous vous levez le matin pour avoir cette approche ce que j'appelle la nouvelle justice, et j'en parle, là, je suis un jeune avocat, hein, je vous le dis, là, depuis à peine 1 an que je suis réadmis au barreau. Quand vous vous levez le matin pour avoir cette approche de trouver une solution qui est gagnante-gagnante, ça change votre perspective complètement de la pratique du droit. Vous avez un rôle à jouer. Vous enlevez votre chapeau de guerrier, vous le laissez au vestiaire, puis vous mettez votre chapeau de conciliateur, puis de facilitateur. Voyons. La misère aujourd'hui. Facilitateur, pardon, merci. Alors, tout ça pour vous dire que la nouvelle pratique, vous vivez là, je me demandais, est-ce qu'il y a de l'avenir pour continuer, pour les avocats de votre génération, à pratiquer le droit comme nous le faisons maintenant? Ma constatation, c'est qu'il n'y en a pas d'avenir parce que les gens, la population, n'ont plus les moyens d'utiliser les tribunaux, n'ont plus les moyens de se payer des services d'avocat de façon traditionnelle. Mais pour le nouvel avocat, et sur ce, je vous invite à lire le rapport de l'Association du barreau canadien qui a été publié en 2014, où on dit, entre autres, que 80% des services juridiques de personnes qui ont des problèmes juridiques qu'ils ne consultent pas parce qu'ils n'ont juste pas les moyens et qu'ils abandonnent leurs droits. Alors, pour le nouvel avocat, pratiquer autrement, ça fait toute la différence au monde et ça va faire un travail
ça va vous donner une chance extraordinaire de vraiment rendre service, parce que l'avocat, d'abord et avant tout, c'est un communicateur, c'est un négociateur, et j'espère, est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ici ce soir de l'université? Alors, je me bats depuis plusieurs années pour que dans les facultés de droit, on donne des cours de communication aux étudiants, qu'on donne des cours de technique d'entrevue. Il n'y a pas de cours de technique d'entrevue dans les facultés de droit. Il n'y a pas de cours de psychologie. Hein. Des fois, il faut comprendre. Hein. Il y a toujours un problème psychologique en arrière d'un problème juridique. Alors, si vous essayez de juste voir s'ils ont raison ou s'ils ont tort et quelle loi s'applique, quel article, généralement, vous allez manquer le bateau. Pas de cours de communication, pas de cours de technique d'entrevue, pas de cours de technique de négociation. Et c'est ça qu'on devrait développer dans les facultés de droit. Le droit substantif, c'est vrai, mais de développer des habiletés, c'est fondamental si vous voulez vraiment rendre service à vos clients.